Son sujet n'était pas l'humanité, mais un prédateur microscopique, une bactérie connue pour son efficacité redoutable. Elle était animée par une profonde curiosité sur la façon dont elle se défendait, une guerre minuscule menée à l'échelle cellulaire. Mais au sein de cet ancien conflit biologique, elle a mis au jour un secret, une paire de ciseaux moléculaires d'une précision incroyable, un outil qui pourrait réécrire le code même de la vie. Le monde allait bientôt l'appeler une révolution, un miracle et un pouvoir terrifiant. Pour elle, c'était simplement la réponse à une question que presque personne d'autre n'avait pensé à poser. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Emmanuelle-Marie Charpentier est née en 1968 à Juvisy-sur-Orge, en France, dans une famille qui valorisait la curiosité plutôt que le dogme. Son enfance, passée dans une banlieue proche de Paris, n'est pas l'histoire typique d'un prodige scientifique enfermé avec des manuels. Au contraire, elle fut remplie d'un éventail vibrant d'intérêts. Son père gérait les espaces verts d'un parc local, tandis que sa mère travaillait dans le domaine de la santé psychiatrique, créant un environnement familial où le monde naturel et les complexités de l'esprit humain étaient des sujets de discussion ouverts. La jeune Emmanuelle était attirée par le ballet et elle a développé une passion profonde pour le piano, trouvant réconfort et structure dans la musique classique. Cette première partie de sa vie n'était pas une trajectoire directe vers un prix Nobel. C'était une éducation large sur ce que signifiait être humain, favorisant un intellect complet plutôt qu'une obsession exclusive. Ses parents ont soutenu ses activités intellectuelles sans pression, laissant sa curiosité la guider, une fondation d'encouragement discret qui se révélerait essentielle pour les décennies turbulentes à venir. Son chemin a commencé à se préciser et à s'affiner lorsqu'elle s'est inscrite à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Aujourd'hui intégrée à la Sorbonne Université, là le vaste monde de la science s'est cristallisé en une passion ciblée pour la microbiologie. Cela l'a conduite à l'étape suivante, logique et la plus formatrice. La poursuite de ses études de doctorat au prestigieux Institut Pasteur. Ce n'était pas simplement une université, c'était un sanctuaire de la science française, une institution bâtie sur l'héritage de Louis Pasteur lui-même. L'atmosphère entre ses murs était intense, presque monastique dans sa dévotion à la recherche. C'était un lieu où la rigueur scientifique était un credo, et l'échec n'était qu'une donnée sur le chemin de la découverte. Les longues heures au laboratoire n'étaient pas l'exception mais la règle. Ici, Charpentier a été initié aux plus hauts échelons de la bactériologie et des maladies infectieuses, son esprit méticuleusement façonné par une culture qui exigeait une précision absolue. L'Institut Pasteur fut un creuset, la forgeant en une scientifique dotée d'un engagement sans faille pour le détail et d'une profonde compréhension du monde microbien. Elle était entourée d'esprits brillants, chacun dévoué à percer les secrets d'organismes invisibles qui détenaient le pouvoir de vie et de mort sur l'humanité. Son travail de doctorat l'a plongé dans les mécanismes moléculaires qui contrôlent la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Une énigme complexe et urgente. Cet environnement lui a appris plus que de simples techniques scientifiques. Il lui a inculqué un profond sentiment d'indépendance et d'autonomie. Dans le monde compétitif et aux enjeux élevés de l'Institut, le succès dépendait entièrement de sa propre discipline et de son ingéniosité. C'est là qu'elle a appris à concevoir des expériences, à interpréter des résultats ambigus et surtout à persévérer à travers le cycle incessant d'essais et d'erreurs qui définit la vie d'un chercheur. Elle n'était plus seulement une étudiante, elle devenait une scientifique à part entière, armée d'une formation de classe mondiale et d'une curiosité dévorante. Après l'obtention de son doctorat, beaucoup se seraient attendus à ce qu'elle suive une voie traditionnelle au sein du système académique français, stable et respecté. Au lieu de cela, elle a fait le contraire.
Ressentant le besoin de nouvelles perspectives et d'une culture scientifique différente, elle s'est lancée dans ce qu'elle appellerait plus tard un pèlerinage scientifique. En 1996, elle a quitté la certitude de Paris pour le paysage vaste et incertain de la science américaine, acceptant un poste de post-doctorante à l'université Rockefeller à New York. Ce fut le début d'une longue période nomade, une décennie définie par un mouvement constant et une instabilité professionnelle. C'était une vagabonde scientifique, se déplaçant de laboratoire en laboratoire, de ville en ville, poussée par les opportunités de recherche mais sans foyer académique permanent. Cette vie était en contraste saisissant avec le monde établi qu'elle avait laissé derrière elle en France. C'était une vie passée dans les valises, au sens propre comme au figuré. Son périple l'a menée de Rockefeller au Langone Medical Center de l'Université de New York, puis à l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis, dans le Tennessee, et enfin de retour en Europe dans un laboratoire à Vienne, en Autriche. Chaque déménagement présentait le même cycle intimidant de défis. Elle devait naviguer dans de nouvelles bureaucraties institutionnelles, obtenir des subventions très compétitives en tant qu'étrangère et monter une équipe de recherche à partir de rien pour ensuite la voir démantelée lorsqu'il était temps de repartir. Ce n'était pas l'histoire d'une trajectoire de carrière lisse et ascendante. C'était une période d'incertitude profonde, une lutte constante pour les ressources de base dont chaque scientifique a besoin, financement, équipement et un lieu de travail stable. La pression était immense. Sans poste permanent, la menace de voir sa carrière de chercheuse prendre fin planait constamment. Elle a dû prouver sa valeur encore et encore dans différents pays et différentes communautés scientifiques. Elle a décrit cette période de sa vie comme profondément déstabilisante. C'était une période de liberté intellectuelle, mais aussi d'une anxiété personnelle et professionnelle intense. C'était un esprit brillant, sans endroit où ancrer son travail. Alors que ses pairs obtenaient des postes permanents et construisaient des programmes de recherche à long terme, elle repartait perpétuellement à zéro. Pourtant, cette instabilité même a forgé les qualités qui définiraient plus tard son succès. Elle l'a rendue farouchement indépendante, adaptable et incroyablement résiliente. Elle a appris à compter uniquement sur la qualité de ses propres idées et sur sa détermination inébranlable. Elle ne faisait partie d'aucun réseau de copinage ou de dynastie institutionnelle. Sa seule monnaie d'échange était la rigueur de sa science et sa capacité à convaincre les agences de financement que ses questions valaient la peine d'être explorées. Cette épreuve a dépouillé tout ce qui n'était pas l'essentiel de sa mission, laissant une scientifique endurcie par les défis et n'ayant pas peur de prendre des risques. Au cours de ces années d'errance, un sujet s'est resté une obsession constante, un fil conducteur scientifique reliant ces laboratoires disparates, une bactérie appelée Streptococcus pyogenes, connue du public comme la terrifiante bactérie mangeuse de chair. C'est un pathogène responsable d'une gamme de maladies humaines, de l'angine streptococcique au syndrome de choc toxique potentiellement mortel. Pour Charpentier, cette bactérie n'était pas seulement une menace, c'était une énigme fascinante. Elle était captivée par ses mécanismes de survie, par les outils moléculaires sophistiqués qu'elle utilisait pour combattre les virus et prospérer au sein de son hôte humain. C'est devenu son antagoniste scientifique, le problème complexe qu'elle a emporté avec elle de New York à Memphis jusqu'à Vienne. Elle était déterminée à comprendre ses secrets, à déconstruire son arsenal génétique pièce par pièce. Elle a passé d'innombrables heures à étudier sa constitution génétique, se concentrant sur les petites molécules qui régulaient ses gènes, en particulier ceux impliqués dans sa virulence. Elle creusait au plus profond de la biologie fondamentale de l'un des pathogènes les plus efficaces de la nature. Cette concentration acharnée sur un seul organisme difficile, poursuivie sur plusieurs continents et dans un contexte d'instabilité professionnelle constante, était un témoignage de sa ténacité. Alors que son emplacement physique était toujours en mouvement, sa destination scientifique devenait plus claire. Elle chassait une clé,
un mécanisme caché dans l'ADN de cette dangereuse bactérie qui pourrait expliquer comment elle se défendait si efficacement. Elle n'avait aucune idée que la réponse qu'elle cherchait serait bien plus importante qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Pendant plus d'une décennie, elle fut une scientifique sans pays qu'elle pouvait appeler le sien, une nomade animée par une quête scientifique singulière. Son parcours fut marqué par l'incertitude et une lutte persistante pour la stabilité, une épreuve du feu qui a forgé une indépendance inébranlable. Mais c'est dans une ville reculée du nord de la Suède, un lieu d'obscurité glaciale et de soleil de minuit, qu'elle trouverait enfin l'indice qui allait tout changer. En l'an 2009, Emmanuelle Charpentier a fait un choix qui semblait, en surface, être un pas en retrait du centre du monde scientifique. Elle a quitté les rues vibrantes et historiques de Vienne pour Umeå, une petite ville universitaire du nord de la Suède, à seulement quelques centaines de kilomètres du cercle polaire arctique. Le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant. Fini les grands opéras et les cafés animés, remplacés par de profondes forêts silencieuses, des hivers d'une obscurité profonde et des étés où le soleil se couchait à peine. Pour beaucoup, un tel isolement serait un exil mettant fin à une carrière. Pour Charpentier, après plus d'une décennie de mouvements incessants et d'incertitudes professionnelles, ce paysage calme et gelé était un sanctuaire. L'isolement n'était pas une punition, mais une bénédiction. Il offrait quelque chose dont elle avait rêvé pendant des années, le calme, l'espace mental pour une concentration profonde et ininterrompue. Au laboratoire de médecine moléculaire de l'infection de Suède, on lui a enfin donné les ressources, la stabilité et la liberté académique complète pour diriger son propre groupe de recherche et poursuivre les questions qui la hantaient depuis une décennie. Les longs hivers sombres n'étaient pas faits pour l'hibernation, mais pour un travail intense et concentré, loin du bruit et des distractions des grands pôles scientifiques mondiaux. Son obsession, comme toujours, était la bactérie Streptococcus pyogenes. Mais au plus profond de son code génétique se trouvait une énigme qui captivait les scientifiques du monde entier. C'était une séquence d'ADN bizarre et répétitive connue sous le nom de CRISPR, acronyme de courte répétition palindromique, groupée et régulièrement espacée. Pendant des années, ce n'était qu'une curiosité biologique, une bizarrerie dans le génome bactérien. Mais les chercheurs commençaient à comprendre que c'était quelque chose d'extraordinaire. Un système immunitaire sophistiqué. La façon la plus simple de le comprendre est de le considérer comme le carnet de vaccination génétique de la bactérie, ou un album moléculaire de ses batailles au passé. Lorsqu'un virus, appelé phage, attaque une bactérie, celle-ci, si elle survit, réalise un tour de force remarquable. Elle découpe un petit morceau de l'ADN du virus et le coude directement dans sa propre région CRISPR. Cet extrait agit comme une mémoire. C'est un enregistrement permanent de l'ennemi, un portrait robot moléculaire classé pour référence future. Cet album s'enrichit à chaque nouvelle rencontre virale, créant un historique chronologique des menaces auxquelles la bactérie et ses ancêtres ont été confrontés. Le système était élégant et brutal. Lorsqu'un virus avec une signature ADN familière attaquait à nouveau, la bactérie consultait son album. Elle produisait une copie ARN de l'extrait viral stocké, comme si elle sortait un portrait robot d'un dossier. Cette molécule d'ARN agissait alors comme un guide, s'accrochant à l'ADN du virus envahisseur. La dernière partie du système était un ensemble de protéines associées. Appelées protéines Cas, celles-ci étaient les exécuteurs, les videurs ou les gardes de sécurité du système. Guidées par la copie ARN du portrait robot, une protéine Cas traquait l'envahisseur, s'y liait, puis agissait comme une paire de ciseaux moléculaires, coupant l'ADN viral et neutralisant la menace avant qu'elle ne puisse prendre le contrôle de la cellule. Les scientifiques comprenaient ce principe de base. L'album stockait les souvenirs, le guide ARN identifiait l'ennemi, et la protéine Cas le détruisait. C'était un mécanisme de défense propre et efficace. Mais dans les laboratoires calmes d'Umeå, l'équipe de Charpentier était sur le point de découvrir que l'histoire était bien plus complexe
et bien plus puissante que quiconque ne l'avait imaginé. Pour comprendre leur découverte, il faut une image simple de la façon dont l'information génétique circule. Pensez à l'ADN d'une cellule comme au plan directeur d'une ville entière, contenant les plans de chaque bâtiment, rue et parc. Ce plan directeur est incroyablement précieux et conservé sous clé dans un endroit sûr, le noyau de la cellule. Pour construire quelque chose, on n'emporterait pas le plan directeur entier sur un chantier. Au lieu de cela, on ferait une photocopie d'une seule page, le plan d'un seul bâtiment. Cette photocopie a aidé, c'est l'ARN. C'est un message temporaire et jetable qui transporte les instructions du plan directeur aux ouvriers du bâtiment, les protéines, leur disant quoi construire. Dans le système CRISPR, la molécule guide d'ARN, appelée ARNCR, était cette photocopie, transportant l'information du portrait robot viral de l'album d'ADN vers le chantier. La communauté scientifique pensait que c'était là tout le message. Elle avait tort. En cartographiant méticuleusement toutes les molécules d'ARN produites par Streptococcus pyogenes, l'équipe de Charpentier a remarqué quelque chose qui ne correspondait pas au modèle établi. Il y avait une anomalie. À côté de l'ARNCR attendu, le portrait robot viral, se trouvait une autre molécule d'ARN, jusqu'alors inconnue, qui rôdait à proximité. Elle était constamment présente, un compagnon de l'ombre des parties connues du système CRISPR-Cas9. C'était une pièce du puzzle que personne n'avait jamais vue auparavant. Pour un scientifique, une anomalie comme celle-ci est à la fois une source d'immense frustration et un signe que l'on est sur le point de découvrir quelque chose de nouveau. C'est un murmure de l'univers indiquant que le manuel est incomplet. Le drame central du laboratoire est devenu de comprendre la fonction de cette molécule mystérieuse. Était-ce un fragment de bruit génétique? Était-ce un vestige de l'évolution sans fonction moderne? Ou était-ce quelque chose de plus? Le travail était fastidieux, une lente succession d'expériences répétées, de nuits tardives et d'impasses intellectuelles. Il formulait une hypothèse, concevait une expérience pour la tester et la regardait échouer. Encore et encore, ils ont essayé de déchiffrer le rôle de ce fantôme dans la machine. Puis la percée. Grâce à une série d'expériences brillantes, ils ont découvert que cette nouvelle molécule n'était pas seulement un spectateur, mais un acteur crucial dans le drame. Ils ont découvert qu'elle se liait physiquement à l'ARNCR, le portrait robot viral. Les deux molécules d'ARN distinctes s'emboîtaient pour former une seule structure en deux parties. Ils ont nommé la nouvelle molécule ARN CRISPR transactivateur ou ARN tracéaire. Cette découverte fut le moment Eureka. Comme Charpentier l'a décrit plus tard, tout est soudainement devenu clair. L'ARN tracker était le chaînon manquant crucial, la clé secrète qui mettait tout le système en marche. C'était l'entremetteur ultime. L'ARN tracker remplissait deux fonctions vitales. Premièrement, il agissait comme un échafaudage, se liant au guide ARNCR et lui donnant la forme correcte pour être chargé dans la protéine Cas9, les ciseaux moléculaires. Sans l'ARN tracker, l'ARN guide était instable et ne pouvait pas armer correctement la protéine Cas9. Deuxièmement, et c'est le point le plus critique, la liaison de l'ARN tracker était ce qui activait réellement Cas9, la faisant passer d'un état dormant et passif à une machine mortelle trancheuse d'ADN. C'était un système de sécurité à double clé. L'ARNCR, il fournissait l'information sur la cible, disant aux ciseaux où couper. Mais l'ARN tracker était la clé qui mettait les ciseaux en marche, leur disant qu'il était temps de couper. La simplicité élégante du système connu a été remplacée par un mécanisme en trois parties, plus complexe et infiniment plus élégant. Revenons à notre métaphore de la construction. L'ADN est le plan directeur, l'ARNCR est la photocopie de la page montrant la structure ennemie qui doit être démolie. Mais l'ARN tracéaire est tout autre chose. C'est l'ordre de travail officiel rouge vif agrafé à la photocopie signée par le chef de projet. C'est une note spéciale qui dit au contremaître « La protéine Cas9
Ceci n'est pas un exercice. Cette instruction est vérifiée et active. Procédez immédiatement à la démolition. Sans cet ordre de travail, le contremaître ignore la photocopie. Avec lui, il sort la boule de démolition. Charpentier et son équipe n'avaient pas seulement trouvé une nouvelle pièce, ils avaient découvert la logique de fonctionnement fondamentale de tout le système CRISPR-Cas9. La publication de cette découverte en 2011 fut un moment historique en biologie moléculaire. Elle a révélé que le système de défense bactérien n'était pas une simple affaire en 2 parties, mais une machine sophistiquée à 3 composants. C'était une magnifique pièce de science fondamentale, un aperçu profond de la guerre ancienne entre les bactéries et les virus. Mais au sein de cette découverte se trouvait la graine d'une révolution que même Charpentier commençait à peine à entrevoir. Elle avait compris le mécanisme naturel. Elle avait révélé comment l'ARN guide et l'ARN traceur fonctionnaient ensemble pour activer et diriger les ciseaux Cas9. Le système était une arme programmable et elle venait de trouver son manuel d'instruction. Elle avait découvert la clé qui armait les ciseaux moléculaires. Mais pour comprendre comment les viser, elle avait besoin d'un partenaire. Ce partenariat serait forgé lors d'une conférence à des milliers de kilomètres de là et il changerait le cours de l'histoire de la biologie. Le monde de la science avance souvent à un rythme glaciaire, ponctué de moments de découverte tranquille. Mais parfois, l'histoire ne se fait pas dans un laboratoire stérile, mais lors d'une rencontre fortuite dans une salle de conférence bondée. Au printemps de 2011, la Société américaine de microbiologie a tenu sa réunion annuelle à San Juan, à Porto Rico. C'était une affaire de routine. Une mer de badges nominatifs, d'applaudissements polis et de présentations sur des sujets ésotériques. Pour Emmanuel Charpentier, ce n'était qu'une étape de plus dans une vie de congrès scientifique. Mais un jour particulier, un collègue a fait une présentation désinvolte qui allait modifier le cours de la biologie moderne. La personne qui lui a été présentée était Jennifer Doudna, une figure imposante dans le monde de la recherche sur l'ARN de l'Université de Californie à Berkeley. La présentation fut brève, mais elle a suscité une curiosité qui a mené à une conversation plus longue. Elles se sont éloignées du bourdonnement de la climatisation de la conférence pour entrer dans l'air chaud et humide du vieux Sanfian, alors qu'elles marchaient le long des rues pavées de la ville historique, bordée de bâtiments coloniaux aux couleurs vives. Leur conversation est passée des plaisanteries professionnelles aux détails complexes de leur travail. Charpentier a commencé à expliquer la découverte récente et non publiée de son équipe à Umeå, le rôle inattendu de l'ARN tracker. Elle a décrit comment il était l'activateur essentiel de la protéine, qu'Astaf Doudna a écouté avec une intensité croissante. Son propre laboratoire était un leader mondial dans la compréhension de la structure et de la fonction des molécules d'ARN complexes et des protéines mêmes qu'elle guidait, y compris les protéines Cas. Elle était une experte des ciseaux moléculaires, mais elle ne comprenait pas entièrement comment ils étaient activés. Charpentier était l'experte de la clé nouvellement découverte. À chaque pas, l'électricité intellectuelle entre elles se renforçait. Elles ont réalisé qu'elles étaient 2 exploratrices qui avaient, aux antipodes du monde, trouvé les 2 moitiés de la même carte au trésor. Doudna comprenait la puissante machinerie des protéines Cas, le potentiel de ces ciseaux moléculaires à couper l'ADN. Charpentier comprenait l'élégant système en 3 parties. En particulier l'ARN tracker qui servait d'allumage au système et de gestionnaire à son guide. Comme Doudna l'a rappelé plus tard, le moment fut transformateur. Elles ont toutes 2 vu la même possibilité à couper le souffle au même moment. Que ce système immunitaire bactérien obscur n'était pas seulement une curiosité de la nature. C'était un outil programmable. Leur promenade à travers la ville ancienne était une marche vers l'avenir. Au moment où elles sont retournées au centre de conférence, un partenariat avait été forgé. La collaboration qui a suivi fut un témoignage de la science moderne et de la pure volonté. Elle a été menée entièrement à travers 9 fuseaux horaires, un dialogue frénétique et ininterrompu entre la Suède et la Californie.
Le travail était une cascade d'appels Skype tard dans la nuit pour Charpentier et de vidéoconférences taillées tôt le matin pour Doudna. Les courriels allaient et venaient, transportant des données, des fragments d'idées et des élans d'encouragement. Le défi logistique était immense, une bataille constante contre les horloges et les calendriers. Pourtant, la distance géographique était un carburant, pas une barrière. Cette séparation a créé un environnement intense et concentré où les idées pouvaient être échangées et affinées dans un cycle continu de 24 heures. C'était un partenariat bâti sur une obsession partagée et électrisante. La collaboration qui s'ensuivit fut un témoignage de la science moderne et d'une volonté de faire. Elle fut menée entièrement à travers 9 fuseaux horaires. Un dialogue frénétique et ininterrompu entre la Suède et la Californie. Le travail consistait en une cascade d'appels Skype tardifs pour Charpentier et de visioconférences matinales pour Doudna. Les courriels allaient et venaient, transportant des données, des fragments d'idées et des élans d'encouragement. Le défi logistique était immense, une bataille constante contre les horloges et les calendriers. Pourtant, la distance géographique était un carburant, pas une barrière. Cette séparation a créé un environnement intense et concentré, où les idées pouvaient être échangées et affinées dans un cycle continu de 24 heures. C'était un partenariat bâti sur une obsession partagée et électrisante. Elles étaient consumées par une seule question révolutionnaire. Et si ce système de défense bactérien pouvait être exploité? Et si, au lieu de laisser les bactéries l'utiliser pour cibler les virus, les humains pouvaient le tromper pour qu'ils ciblent n'importe quel gène de leur choix? Le système naturel était efficace mais un peu maladroit pour un cadre de laboratoire, nécessitant 2 molécules d'ARN distinctes pour fonctionner. Il y avait l'ARN-CR qui contenait l'adresse de la cible et l'ARN tracer qui agissait à la fois comme poignée et comme activateur. L'idée révolutionnaire qui a émergé de leur session de brainstorming transatlantique était d'une élégance et d'une simplification profonde. Et si elles pouvaient fusionner ces 2 molécules en une seule? Elles ont émis l'hypothèse qu'elles pourraient concevoir un seul morceau d'ARN synthétique qu'elles nommeraient plus tard l'ARN guide simple ou ARN Poupin. Cette molécule modifiée serait un chef-d'œuvre d'efficacité biologique. Elle contiendrait la coordonnée GPS programmable de l'ARN-CR pour indiquer précisément à la protéine Cas9 où aller, et elle incorporerait également la structure essentielle de l'ARN tracker pour activer la protéine et lui ordonner de couper. La métaphore est simple mais puissante. Auparavant, il fallait 2 clés distinctes pour ouvrir la serrure. Elle proposait de concevoir une seule clé maîtresse. Cela rendrait le système non seulement fonctionnel, mais incroyablement simple et puissant. C'était comme transformer une arme complexe à 2 mains en une arme de poing qu'il suffit de pointer et de presser la détente. La course était lancée pour prouver leur théorie. Le travail expérimental était dirigé par Martin Ginec dans le laboratoire de Doudna et Krzysztof Szylinski dans le laboratoire de Charpentier. Les équipes ont travaillé avec une précision méticuleuse, synthétisant d'abord en laboratoire l'ARN guide simple proposé, puis vint le moment de vérité. Ils ont mis tous les composants dans un tube à essai, la protéine Cas9, leur ARN, guide simple modifié programmé pour trouver une séquence d'ADN spécifique, et l'ADN cible lui-même. La question était simple, couperait-il et couperait-il seulement là où on lui avait dit? L'attente dans les 2 laboratoires, à des milliers de kilomètres de distance, était palpable. C'était l'expérience qui pouvait transformer une idée brillante en réalité. Les résultats ont été visualisés grâce à une technique appelée électrophorèse sur gel pour un œil non averti. C'est un rectangle noir sans prétention avec des bandes de lumière brillante. Mais pour un scientifique, c'est une réponse définitive, une histoire racontée dans le langage des molécules. Quand ils ont vu l'image, il y a eu un souffle coupé collectif et silencieux. Là, sur le gel, se trouvait une bande de lumière vive, exactement là où elle devrait être si l'ADN avait été coupé à l'endroit précis et programmé. Et il n'y avait pas d'autres bandes,
pas d'autre coupure. Ça avait marché, ça avait parfaitement marché. Leur clé maîtresse n'avait pas seulement ouvert la serrure, elle l'avait tournée avec une précision sans faille. C'était un de ces rares et beaux moments en science où une hypothèse folle est prouvée sans équivoque. Les équipes ont travaillé fébrilement pour rédiger leurs conclusions. Chaque mot a été choisi avec soin, chaque donnée méticuleusement présentée. Elles ne se contentaient pas de documenter une expérience, elles écrivaient le mode d'emploi de l'un des outils biologiques les plus puissants jamais découverts. Elles ont détaillé comment créer l'ARN guide simple et comment l'utiliser avec la protéine Cas9 pour couper n'importe quelle séquence d'ADN souhaitée. C'était le plan d'une révolution. En juin 2012, elles ont cliqué sur Envoyer, soumettant leur manuscrit à la prestigieuse revue Science. La publication de leur article ne fut pas une annonce discrète. Ce fut un coup de tonnerre retentissant dans le monde entier. En l'espace de quelques pages seulement, Charpentier et Doudna avaient sorti CRISPR-Cas9 du domaine fascinant de la biologie bactérienne pour le placer directement entre les mains des chercheurs du monde entier. Elles avaient démontré, avec une preuve indéniable, que ce système était un outil simple, programmable et étonnamment efficace pour éditer les gènes. L'ère de l'édition génomique de précision avait commencé. Pour la première fois, les scientifiques disposaient d'un moyen de modifier facilement et précisément le code fondamental de la vie elle-même. Elles avaient donné à l'humanité un outil pour réécrire le code de la vie. Mais dans le monde de la science, une percée de cette ampleur n'apporte pas que des éloges. Elle apporte des rivaux. La publication de l'article de 2012 n'était pas la fin d'une histoire, mais le coup de pistolet de départ d'une course mondiale. L'effet sur les sciences biologiques fut immédiat et explosif, comme la rupture d'un barrage. Presque du jour au lendemain, des laboratoires du monde entier ont abandonné leurs projets en cours, mis au placard des années de recherche et réorienté tout leur travail sur CRISPR. C'était une ruée vers l'or. Le plan de l'outil d'édition génomique était désormais public et chaque biologiste ambitieux voulait être le premier à trouver de l'or avec. La technologie était bon marché, elle était simple et elle promettait de résoudre des énigmes qui étaient restées insolubles pendant des décennies. Tout le monde pouvait voir le potentiel, mais l'article avait seulement démontré que cela fonctionnait dans l'environnement propre et contrôlé d'un tube à essai, un système in vitro. Le vrai prix, le Saint Graal, était de le faire fonctionner dans le monde beaucoup plus complexe et chaotique d'une cellule eucaryote. Le type de cellule qui compose les plantes, les champignons, les animaux et surtout les êtres humains. Ce nouveau défi était monumental. Prouver qu'un outil fonctionne in vitro. C'est comme concevoir une clé parfaite et la tester sur une serrure que vous tenez dans votre main. C'est une interaction propre et prévisible. Faire fonctionner ce même outil à l'intérieur d'une cellule humaine vivante, c'est comme envoyer un robot microscopique au milieu d'une ville animée et chaotique comme Tokyo à l'heure de pointe. Ce robot doit franchir d'innombrables barrières, éviter d'être détruit par les systèmes de défense de la ville, trouver une porte spécifique dans un bâtiment spécifique parmi des millions et utiliser la clé pour l'ouvrir, le tout sans causer de dégâts collatéraux. Telle était l'ampleur du problème. L'élégante simplicité du système CRISPR-Cas9, perfectionné chez les bactéries, pourrait-elle survivre au voyage jusqu'au noyau d'une cellule humaine et y effectuer sa chirurgie de précision? La course pour répondre à cette question était désormais lancée. Et les enjeux étaient incommensurablement plus élevés, alors que le monde absorbait encore les implications de la découverte de Charpentier et Doudna. Un autre esprit brillant était déjà plongé dans ce même problème. Au Broad Institute du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard, un formidable centre de recherche, un jeune scientifique nommé Feng Zheng dirigeait sa propre équipe. Zheng était une étoile montante de la génomique,
Connu pour sa vitesse et son ingéniosité incroyable, il avait également étudié les systèmes CRISPR. Et lorsque l'article de 2012 a été publié, il n'était pas seulement un observateur, il était un concurrent direct sprintant vers la même ligne d'arrivée, bien que sur une piste légèrement différente. Son objectif depuis le début avait été de faire fonctionner ces outils dans les cellules de mammifères et humaines. Son laboratoire travaillait avec une intensité fébrile, poussé par la certitude d'être sur le point de réaliser une percée historique. Le monde scientifique n'eut pas à attendre longtemps pour la prochaine bombe. En janvier 2013, un peu plus de 6 mois après la publication de Charpentier et Doudna, le laboratoire de Feng Zhang publia son propre article dans la revue Science. Le titre ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il détaillait l'utilisation réussie de CRISPR-Cas9 pour l'édition du génome dans des cellules de souris et humaines. Le calendrier était à couper le souffle. Zhang avait soumis son manuscrit début octobre 2012, à peine 3 mois après la parution du premier article. Il avait non seulement reproduit la découverte fondamentale, mais il avait franchi l'étape suivante cruciale, démontrant sa puissance dans les cellules mêmes qui comptèrent le plus pour la médecine humaine. Simultanément, une équipe de Harvard, dirigée par le généticien George Church, publia des résultats similaires. La course était terminée, mais un nouveau conflit, bien plus amer, ne faisait que commencer. Ce conflit n'allait pas se dérouler dans des laboratoires avec des pipettes et des séquenceurs, mais dans des salles d'audience avec des avocats et des dépôts de brevets. Il allait devenir l'un des litiges de brevets les plus féroces, les plus coûteux et les plus médiatisés de l'histoire de la science. Le cœur du problème était une question de timing et de stratégie. L'équipe représentant Charpentier, l'Université de Vienne et l'Université de Californie, souvent appelée l'équipe CV, avait déposé sa demande de brevet en premier, en mai 2012, avant même la publication de leur article. Ils avaient revendiqué l'invention fondamentale du système d'édition CRISPR-Cas9. Cependant, Feng Zhang et le Broad Institute ont déposé leur brevet des mois plus tard, mais ils ont pris une mesure cruciale et coûteuse. Ils ont payé pour une procédure d'examen accélérée. Cela a propulsé leur demande en tête de liste au bureau des brevets et des marques des États-Unis. La stratégie a fonctionné. En avril 2014, la communauté scientifique a été stupéfaite d'apprendre que le Broad Institute avait obtenu le premier brevet fondamental pour l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans les cellules eucaryotes. Pour l'équipe CV, c'était un résultat impensable. Elles avaient découvert le mécanisme, conçu l'ARN guide simple et publié l'article de référence. De leur point de vue, appliquer cet outil à un nouveau type de cellule était une étape suivante, évidente et prévisible pour tout scientifique compétent et non une invention distincte et brevetable. Comme l'a soutenu plus tard l'un de leurs avocats, c'était comme si une personne inventait la raquette de tennis et qu'une seconde personne essayait de breveter le concept d'utiliser une raquette de tennis sur un court en gazon. Cela a été perçu comme une tentative de revendiquer l'application la plus précieuse d'une invention qu'ils n'avaient pas faite. La contre-argumentation du Broad Institute était tout aussi féroce. Il soutenait qu'il y avait un immense saut inventif entre montrer que quelque chose fonctionne dans un tube à essai et le faire fonctionner de manière fiable dans l'environnement complexe et désordonné d'une cellule humaine. Ils ont fait valoir qu'il n'était pas évident que cela fonctionnerait du tout, et que le succès de leur équipe représentait une percée distincte et critique digne de son propre brevet. Il ne s'agissait pas d'utiliser une raquette sur un terrain différent, affirment-ils, mais de réinventer fondamentalement la raquette pour qu'elle puisse être utilisée dans un ouragan. Le bureau des brevets leur a donné raison, préparant le terrain pour une guerre juridique qui allait durer près d'une décennie, coûter des dizaines de millions de dollars en frais de justice et consumer l'énergie et la concentration des scientifiques impliqués. La bataille a fait rage dans plusieurs salles d'audience, cours d'appel et audiences administratives. La communauté scientifique, normalement collégiale, s'est divisée en factions, les chercheurs prenant parti
Le différend a créé un fossé profond et douloureux entre des scientifiques brillants qui avaient autrefois été des collaborateurs ou des concurrents amicaux. Des amitiés ont été mises à rude épreuve et le récit de la découverte pure a été entaché par la lutte pour l'argent et le crédit. L'enjeu n'était pas seulement le prix Nobel, mais des milliards de dollars de redevances futures de la part des sociétés pharmaceutiques et agricoles qui exploiteraient la technologie. C'était une lutte pour le contrôle de l'avenir de la biologie elle-même, une bataille pour l'héritage de celui qui resterait dans les mémoires comme le véritable inventeur de l'un des outils les plus puissants de l'histoire de la science. La lutte pour le crédit et les brevets divisait le monde scientifique. Mais pendant que les avocats plaidaient, un jury bien plus important rendait son propre verdict, un verdict qui viendrait de Stockholm. Pendant que les avocats s'affrontaient dans les prétoires, échangeant des coups juridiques pour savoir qui avait inventé quoi, la communauté scientifique mondiale rendait son propre verdict, sans ambiguïté. La guerre des brevets était une querelle humaine et désordonnée pour l'argent et la postérité. Mais la science elle-même était pure et ses auteurs étaient de clercs. Une vague de reconnaissance a commencé à monter et elle est bientôt devenue un déluge. Cela a commencé avec le Breakthrough Prize in Life Sciences, suivi du prix Gruber de génétique, puis sont venus le prix Kavli en nanosciences, le prix du Japon et le prix Gaertner Canada International. La liste s'allongeait chaque année, une cascade des honneurs scientifiques les plus prestigieux du monde, portant tous les noms d'Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Chaque cérémonie de remise de prix était une déclaration puissante, une décision collective de milliers de leurs pairs. Ce n'était pas un seul jury dans un seul pays. C'était un chœur mondial, une affirmation retentissante de la part des personnes mêmes qui comprenaient le mieux l'ampleur de la découverte. C'était un montage de validation se déroulant sur les scènes les plus distinguées du monde. La femme qui avait autrefois lutté pour obtenir des subventions, qui avait déménagé de pays en pays à la recherche d'un laboratoire stable, était maintenant célébrée par la royauté scientifique. Elle se tenait sur des scènes vivement éclairées, acceptant des médailles et des distinctions, les applaudissements de ses collègues résonnant dans des salles où les géants de la science avaient été honorés avant elle. Cette vague incessante de récompenses était plus qu'une simple collection de trophées. C'était la manière de la science de couper court au bruit juridique et de déclarer d'une seule voix unifiée que la perspicacité fondamentale et révolutionnaire leur appartenait. Les tribunaux pouvaient débattre des nuances du droit des brevets, mais la communauté scientifique avait déjà gravé leur nom dans l'histoire. Pour Charpentier, chaque honneur était un moment surréaliste, un contraste frappant avec la concentration silencieuse et souvent solitaire du travail de sa vie. Les applaudissements saluaient une découverte née non pas dans un éclair de gloire publique, mais dans le travail minutieux et méticuleux d'années passées, penchée sur les paillasses de laboratoire. À Umeå, elle acceptait les prix avec grâce et humilité, soulignant toujours la nature collaborative de la science et le travail de son équipe. Mais en arrière-plan, une question flottait toujours dans l'air, l'attente tacite du prix ultime, celui qui transcende tous les autres. Le monde regardait et attendait, se demandant quand l'appel de Stockholm viendrait enfin. Pendant des années, leur nom figurait sur toutes les listes de favoris pour le Nobel, la spéculation devenant un rituel annuel. Le monde scientifique avait fait son choix, mais le mot final et définitif n'avait pas encore été prononcé. Ce mot est finalement tombé le matin du 7 octobre 2020. Emmanuel Charpentier était à Berlin, absorbé par son travail à l'unité Max Planck pour la science des pathogènes, un institut qu'elle avait fondé. Le téléphone a sonné, à l'autre bout du fil se trouvait Göran Hansson, le secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède. Les mots qu'il a prononcés étaient en ceux que les scientifiques du monde entier rêvent d'entendre. Il l'informa qu'elle, ainsi que Jennifer Doudna, avaient reçu le prix Nobel de chimie pour le développement d'une méthode d'édition du génome.
Charpentier a décrit plus tard sa réaction comme un choc profond. Même après toutes les autres récompenses, la réalité du Nobel était écrasante. Elle a dû demander à son interlocuteur de répéter la nouvelle plusieurs fois, l'ampleur du moment mettant du temps à s'imposer. L'annonce officielle a provoqué une onde de choc bien au-delà de la communauté scientifique. C'était une décision historique. Pour la première fois dans l'histoire des prix Nobel, une catégorie scientifique avait été remportée par 2 femmes, et seulement 2 femmes. Il n'y avait pas de lauréat masculin, pas de professeur masculin senior partageant le prix. C'était une déclaration puissante et indéniable sur le rôle central que ces 2 scientifiques avaient joué. Ce n'était pas seulement une victoire pour Charpentier et Doudna, c'était un moment monumental pour les femmes en sciences partout dans le monde. Dans son discours de réception du Nobel, Charpentier a exprimé ce sentiment, déclarant son souhait que le prix envoie un message positif aux jeunes filles qui voudraient suivre la voie de la science. C'était un message que l'intellect, le dévouement et le leadership d'une femme pouvaient la mener au sommet même de l'accomplissement humain. Le prix Nobel a été le point final irréfutable de l'histoire de la découverte de CRISPR. Le comité de Stockholm avait examiné toutes les preuves, considéré tous les contributeurs et fait un choix clair et décisif sur l'origine de la percée fondamentale. C'était la validation ultime, faisant taire tout débat restant sur leur rôle principal. Le voyage qui avait commencé avec une anomalie curieuse dans une bactérie commune, qui s'était forgée dans un partenariat à travers les continents, avait abouti à la plus haute distinction que la science puisse décerner. La nomade scientifique, la chercheuse persévérante qui avait suivi sa curiosité contre vents et marées, était maintenant une lauréate du prix Nobel. Sa place dans les livres d'histoire n'était plus en question, elle était permanente. Mais avec ce prix ultime est venu un prix profond et personnel. Le prix Nobel ne se contente pas de reconnaître un scientifique, il le transforme en une icône mondiale, une personnalité publique. Emmanuelle Charpentier, une femme qui appréciait l'intimité et le monde concentré et clos du laboratoire, est soudainement devenue l'une des scientifiques les plus célèbres de la planète. Sa transition d'une chercheuse relativement anonyme au visage d'une technologie qui change le monde a été abrupte et exigeante. La vie tranquille de recherche qu'elle avait si soigneusement construite était désormais soumise à l'intense lumière des projecteurs publics. Ses journées n'étaient plus seulement définies par les expériences et les données, mais par les conférences de presse, les interviews et les demandes d'intervention sur la politique, l'éthique et l'avenir de l'humanité. La pression était immense, elle était désormais considérée comme la porte-parole d'une révolution qu'elle avait contribué à lancer, mais dont la trajectoire échappait largement à son contrôle. Chaque nouvelle percée de CRISPR, chaque débat éthique sur les bébés sur mesure, chaque espoir de guérir les maladies génétiques était désormais lié à son nom. Elle portait le poids d'une technologie si puissante qu'elle pouvait réécrire le code même de la vie. C'était une responsabilité qu'elle n'avait jamais cherchée. Sa passion avait toujours été la biologie fondamentale, les énigmes élégantes et complexes cachées dans les génomes des bactéries. Elle était, au fond, une scientifique fondamentale animée par la curiosité. Pourtant, le monde exigeait maintenant qu'elle soit aussi une philosophe, une éthicienne et un guide public pour sa création. Cela a créé un profond conflit interne. Il y avait l'attraction constante du laboratoire, le désir de retourner à la science qu'elle aimait, à la simple joie de la découverte. Mais il y avait aussi l'obligation indéniable qui accompagnait son nouveau rôle. Elle comprenait qu'elle avait la responsabilité de participer à la conversation mondiale sur CRISPR, d'aider à l'orienter vers des utilisations responsables et bénéfiques. La perte d'intimité et le poids de cette nouvelle vie publique étaient les coûts imprévus de son succès monumental. Elle avait donné au monde un outil d'une puissance inimaginable et ce faisant avait involontairement donné une partie d'elle-même. Avec le prix Nobel, sa place dans l'histoire était assurée, mais l'outil qu'elle avait créé était comme un feu capable de fournir chaleur et lumière, mais aussi de brûler de manière incontrôlée. Elle devait maintenant affronter l'éthique de sa propre création. Avec le prix Nobel, sa place dans l'histoire était
était assurée, mais l'outil qu'elle avait créé était comme un feu, capable de fournir chaleur et lumière, mais aussi de brûler de manière incontrôlée. Elle devait maintenant affronter l'éthique de sa propre création. Le prix Nobel avait confirmé sa place dans l'histoire, mais cette validation s'accompagnait d'un fardeau plus lourd que n'importe quelle médaille. L'outil qu'Emmanuel Charpentier avait contribué à créer n'était plus seulement un sujet d'articles scientifiques et de litiges de brevets. Il était lâché dans le monde, et sa puissance était à la fois prodigieuse et terrifiante. Les conversations passèrent de la guérison de maladies génétiques rares à quelque chose de bien plus profond. Le pouvoir de remodeler intentionnellement l'espèce humaine. C'était l'aube du grand dilemme éthique, une question qui quitta la paillasse du laboratoire pour toucher au cœur même de ce que signifie être humain. Pour Charpentier, la satisfaction tranquille de la découverte était remplacée par la responsabilité bruyante et complexe de l'avenir de sa création. Le monde commençait à comprendre que CRISPR n'était pas seulement une paire de ciseaux, mais une plume pour écrire le prochain chapitre de l'évolution humaine. La question centrale et terrifiante tournait autour des deux manières distinctes d'utiliser l'édition génétique. La première, l'édition somatique, était largement considérée comme la grande promesse de la technologie. Les scientifiques pouvaient l'utiliser pour corriger des défauts génétiques dans les cellules d'une personne vivante, traitant des affections comme la drépanocytose ou la maladie de Huntington. C'était une nouvelle forme puissante de médecine, mais ses effets se limitaient à un seul individu. Une métaphore utile est de penser à cela comme réparer la plomberie d'un seul appartement. Cela résout le problème pour la personne qui y vit, mais ne change pas le bâtiment lui-même. La seconde application, bien plus controversée, est l'édition germinale. Elle consiste à modifier l'ADN d'un embryon, d'un ovule ou d'un spermatozoïde. Ces modifications sont héréditaires. Elles sont transmises à chaque génération suivante. Ce n'est pas comme réparer la plomberie d'un appartement. C'est comme changer le plan directeur de l'immeuble tout entier, en s'assurant que tous les futurs appartements soient construits avec cette modification pour toujours. Cette distinction a ouvert une véritable boîte de Pandore de dilemmes éthiques. Si nous pouvions éliminer une maladie héréditaire comme la mucoviscidose d'une lignée familiale pour toujours, ne devrions-nous pas le faire, mais où tracer la ligne entre la thérapie et l'amélioration? Le même outil qui pourrait réparer un gène pathogène pourrait théoriquement être utilisé pour tenter d'augmenter l'intelligence, de modifier l'apparence physique ou de conférer des avantages athlétiques. Cela a fait naître le spectre d'un avenir divisé, non pas par la richesse ou la classe, mais par la génétique, créant une société de génétiquement améliorés et de naturels. L'ampleur de cela n'a pas échappé à la communauté scientifique. La décision de modifier la lignée germinale humaine n'était pas une petite étape. Pour utiliser une autre métaphore puissante, c'est la différence entre corriger une faute de frappe dans un seul exemplaire d'un livre et rappeler tous les exemplaires du monde pour modifier à jamais le manuscrit original. Une fois que cette modification est apportée au texte maître, elle est permanente. Pendant des années, ce fut un débat théorique, un sujet pour les conférences de bioéthique et les articles philosophiques. Les scientifiques, y compris Charpentier et Doudna, avaient appelé à plusieurs reprises à un moratoire mondial sur l'édition de la lignée germinale humaine jusqu'à ce que la sécurité et les implications éthiques soient comprises. C'était une ligne qu'ils pensaient qu'aucun scientifique responsable ne franchirait. Puis, en novembre 2018, l'impensable s'est produit. Le cauchemar théorique est devenu un titre à la une mondiale. Un scientifique chinois, He Jiankui, a annoncé à un monde stupéfait via une série de vidéos sur YouTube qu'il avait non seulement modifié les génomes d'embryons humains, mais que ces embryons avaient été menés à terme. Des jumelles portant les pseudonymes Lulu et Nana étaient nées. Elles étaient les premiers bébés génétiquement modifiés au monde. L'onde de choc qui a traversé le monde scientifique a été immédiate et viscérale. He Jiankui
avait utilisé CRISPR pour désactiver un gène appelé CCR5 dans les embryons dans le but déclaré de rendre les bébés résistants à l'infection par le VIH, mais il l'avait fait en secret avec une justification scientifique discutable et en violation flagrante de toutes les normes éthiques établies et du consensus international. Il avait franchi la ligne contre laquelle les propres créateurs de la technologie avaient mis en garde, transformant une entreprise scientifique collaborative en un acte isolé d'une ambition terrifiante. L'expérience a été largement condamnée comme étant prématurée, imprudente et médicalement inutile. Les conséquences à long terme sur la santé des filles étaient et restent totalement inconnues. C'était une profonde trahison de la confiance scientifique et publique. La condamnation fut unanime. Les organisateurs du 2e sommet international sur l'édition du génome humain, où devaient présenter ses résultats, étaient horrifiés. Sa présentation est devenue un procès public surréaliste. Des scientifiques du monde entier se sont levés pour dénoncer son travail comme étant irresponsable et monstrueux. Charpentier et Doudna furent parmi les voix les plus fortes de la censure, exprimant leur horreur et leur consternation que l'outil qu'elles avaient développé pour le bien de l'humanité ait été utilisé d'une manière si chargée éthiquement. L'incident n'était pas une percée scientifique. C'était une mise en garde de la plus haute importance, une démonstration de ce qui se passe lorsque l'ambition dépasse l'éthique et qu'une technologie puissante tombe entre de mauvaises mains. L'affaire He Jiankui fut le moment où l'histoire de CRISPR a pris une tournure irréversiblement plus sombre. Le génie n'était pas seulement sorti de sa lampe, il parcourait la Terre. Le gouvernement chinois a lancé une enquête immédiate et He a finalement été condamné à 3 ans de prison pour pratiques médicales illégales. Mais les conséquences de ces actes étaient permanentes. Lulu et Nana existent. La lignée germinale humaine a été intentionnellement altérée. Le débat éthique abstrait était désormais une réalité concrète, forçant une prise de conscience mondiale sur la manière de gouverner une technologie si puissante et pourtant si accessible qu'elle pourrait être utilisée dans un petit laboratoire loin de tout contrôle réglementaire. Le monde jouait maintenant au rattrapage, essayant de construire des garde-fous éthiques pour un train qui avait déjà quitté la gare à toute vitesse. Pour Emmanuelle Charpentier, cet événement a solidifié sa transformation de scientifique de recherche pure en gardienne publique de sa propre découverte. Le poids de la responsabilité qu'elle ressentait depuis 2012 est devenu incommensurablement plus lourd. Elle s'est retrouvée sur des scènes mondiales, non seulement pour accepter des prix, mais pour plaider en faveur de la prudence, de la réglementation et d'un dialogue public profond et inclusif sur l'avenir de cette technologie. Son personnage public est devenu celui d'une réflexion sobre, rappelant constamment au monde que ce n'est pas parce que nous pouvons faire quelque chose que nous devons le faire. Elle a plaidé pour la création d'organismes de surveillance internationaux et pour une approche lente et progressive, garantissant que la science ne devance pas la capacité de la société à en comprendre les conséquences. Elle était aux prises avec un conflit fondamental qui hante les créateurs de technologies qui changent le monde, des inventeurs de la dynamite aux physiciens du projet Manhattan. Comment contrôler le destin de sa propre création ? Charpentier avait consacré sa vie à comprendre la magnifique et complexe machinerie de la vie à sa plus petite échelle. Elle l'avait fait par pure curiosité scientifique. Maintenant, cette même machinerie qu'elle a aidé à révéler était au centre d'un débat mondial sur l'avenir de la race humaine. Elle devait naviguer dans l'équilibre délicat entre la promotion du potentiel thérapeutique incroyable de CRISPR et le fait d'en être la voie de la prudence la plus éminente et la plus crédible. Son parcours l'avait menée de la solitude du laboratoire d'Umeå au centre de la scène mondiale, forcée de se confronter aux questions les plus profondes qu'un scientifique puisse affronter. Le pouvoir de modifier la vie était une réalité. Et le cadre éthique, pour le gérer, était encore en construction.
pièce par pièce, douloureuse. Elle n'était plus seulement une exploratrice du code génétique, elle en était devenue l'une des principales gardiennes, chargée d'aider l'humanité à décider comment le livre de la vie devrait ou ne devrait pas être réécrit. Tout en se confrontant à l'éthique du futur, Charpentier a également redoublé d'efforts pour utiliser sa découverte pour le bien dans le présent. Son parcours avait bouclé la boucle d'une scientifique errante à la fondatrice d'un nouvel empire scientifique. La nomade scientifique, qui autrefois mettait sa vie en boîte tous les quelques années, a finalement construit un foyer permanent. En 2018, Emmanuelle Charpentier est devenue la directrice fondatrice et par intérim de l'unité Max Planck pour la science des pathogènes à Berlin. Cette institution est plus qu'un simple bâtiment de verre et d'acier, c'est la manifestation physique de l'œuvre de sa vie. Une forteresse de la science fondamentale construite sur les fondations de sa propre curiosité implacable. Après une carrière définie par l'instabilité et la recherche constante d'un lieu d'appartenance, elle dirige maintenant un institut conçu à son image, méticuleux, concentré et dédié à la compréhension des mécanismes les plus fondamentaux de la vie et de la maladie. La mission de l'unité est à la fois une continuation de son obsession personnelle et une extension de sa découverte révolutionnaire. Ici, des équipes de scientifiques se penchent sur les questions mêmes qui l'ont captivé pendant des décennies. Comment des bactéries comme Streptococcus pyogenes communiquent-elles, attaquent-elles et se défendent-elles? Comment les virus déjouent-ils nos systèmes immunitaires? L'Institut vise à comprendre la grammaire fondamentale des pathogènes. Il cherche à décoder les conversations moléculaires qui déterminent si une bactérie est inoffensive ou mortelle ou comment un virus détourne la machinerie d'une cellule. Et l'outil principal pour ce travail complexe est bien sûr le système d'édition génétique qu'elle a contribué à révéler. Les ciseaux même qu'elle a découverts dans un système de défense bactérien sont maintenant la clé maîtresse utilisée par ces chercheurs pour disséquer ces mêmes systèmes avec une précision inégalée. Ils peuvent de maintenant activer et désactiver des gènes au sein d'un pathogène aussi facilement que d'appuyer sur un interrupteur en observant les conséquences en temps réel. Cela leur permet d'identifier les composants génétiques précis responsables de la virulence et de la résistance aux antibiotiques. C'est une belle boucle récursive. L'arme secrète d'une bactérie est devenue le plus grand outil de l'humanité pour comprendre cette même bactérie. Pour Charpentier, c'est l'accomplissement intellectuel ultime. Elle n'est plus seulement une chercheuse poursuivant une question, elle est une architecte construisant tout un écosystème dédié à répondre aux plus grandes questions de la biologie infectieuse, assurant un héritage de découvertes qui survivra longtemps à son propre temps à la paillasse. Tandis que son institut se concentre sur des questions fondamentales, l'outil qu'elle a co-créé est déjà en train de changer le monde de manière profondément tangible. La promesse abstraite de CRISPR est devenue une réalité clinique, offrant de l'espoir là où il n'y avait autrefois que du désespoir. Les avancées les plus spectaculaires ont eu lieu dans le traitement des maladies génétiques du sang comme la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Ce sont des maladies causées par une seule erreur typographique dans le code génétique, une seule mauvaise lettre dans le livre de 3 milliards de lettres de la vie humaine. Pour les patients, cette minuscule erreur entraîne une vie de douleurs atroces, de dommages chroniques aux organes et de transfusions sanguines constantes. Les premiers essais cliniques utilisant CRISPR ont produit des résultats que l'on ne peut qualifier que de miraculeux. Les médecins prélèvent les propres cellules souches sanguines d'un patient, utilisent le système CRISPR-Cas9 pour modifier directement le gène défectueux dans ces cellules, puis réinjectent les cellules corrigées au patient. L'effet est transformateur. Des patients qui ont passé leur vie à entrer et sortir des hôpitaux sont devenus fonctionnellement guéris. Leur corps commence à produire de l'hémoglobine saine, les crises de douleur invalidantes cessent et le besoin de transfusion disparaît. La première personne traitée pour la drépanocytose, Victoria Gray, est restée exempte de ces symptômes graves pendant des années, un témoignage vivant de la puissance de cette technologie.
C'est un niveau de médecine de précision qui relevait de la pure science-fiction il y a à peine une décennie. Mais l'impact ne s'arrête pas là. CRISPR a suralimenté les diagnostics. Pendant la pandémie de Covid-19, les chercheurs ont rapidement développé des tests basés sur CRISPR capables de détecter le matériel génétique du virus avec une vitesse et une précision incroyables, rivalisant avec les méthodes traditionnelles. La programmabilité de la technologie a permis aux scientifiques d'adapter les tests pour de nouveaux variants presque du jour au lendemain. Un avantage crucial dans une crise de santé publique en évolution rapide. Au-delà de la médecine, CRISPR révolutionne discrètement l'agriculture, relevant le défi monumental de nourrir une planète en croissance dans un climat changeant. Les scientifiques utilisent l'édition génétique pour développer des cultures plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes aux infections fongiques dévastatrices et plus nutritives. Ils peuvent apporter de subtiles modifications au génome d'une plante pour améliorer ses capacités naturelles, par exemple en augmentant le rendement d'un plant de tomates ou en améliorant la durée de conservation des produits pour réduire le gaspillage alimentaire. Il ne s'agit pas de créer des organismes contre nature, il s'agit d'apporter des améliorations précises et ciblées, qui aurait pu prendre des décennies de croisements traditionnels à réaliser, de l'environnement stérile d'une salle blanche d'hôpital au sol poussiéreux d'un champ d'agriculteur. L'écho de cette découverte initiale dans une simple bactérie remodèle maintenant l'avenir de la santé humaine et de sa subsistance. Le bien que Charpentier et Doudna espéraient n'est plus une possibilité lointaine, il se produit en ce moment même. Considérer l'héritage d'Emmanuelle Charpentier comme simplement celui de la co-découvreuse d'un outil, aussi puissant soit-il, c'est passer à côté de l'histoire plus profonde. Elle est un symbole de la persévérance scientifique dans sa forme la plus pure. Son parcours n'a pas été une ligne droite vers le succès, mais un chemin sinueux, souvent incertain, marqué par la précarité professionnelle. Pendant plus d'une décennie, elle a été une vagabonde scientifique, une étrangère dans chaque nouveau pays et institution, luttant constamment pour les subventions et les ressources nécessaires pour maintenir sa recherche en vie. Son histoire est un puissant contre-récit au mythe du génie solitaire ayant une seule illumination. Sa percée n'a pas été une épiphanie soudaine, mais l'aboutissement d'années de travail méthodique, méticuleux et souvent frustrant, animé par une curiosité profonde pour une question biologique fondamentale. Son héritage est aussi un témoignage de l'importance profonde de la recherche fondamentale, mue par la curiosité. À une époque où le financement va souvent à des projets aux applications immédiates et évidentes, son travail est un rappel crucial que les découvertes les plus révolutionnaires émergent souvent des coins les plus inattendus de la science. Personne, au début des années 2000, n'aurait prédit que l'étude du système immunitaire d'une bactérie commune donnerait une technologie capable de réécrire le génome humain. C'est son engagement à comprendre la biologie fondamentale de l'organisme qu'elle avait choisi, sans produit final clair en tête, qui a finalement conduit à une découverte qui a remodelé toute la biologie. Elle n'a pas cherché à inventer un outil d'édition génétique, elle voulait simplement comprendre comment quelque chose fonctionnait, et ce faisant, elle a tout changé. De plus, son histoire est devenue une puissante source d'inspiration pour une nouvelle génération de scientifiques, en particulier pour les femmes naviguant dans un domaine encore dominé par les hommes. L'image d'elle et de Jennifer Doudna, acceptant le prix Nobel, la première fois qu'un Nobel scientifique était décerné à deux femmes seules, a envoyé un message sans équivoque à travers le monde. C'était une déclaration que les plus hauts échelons de la science étaient ouverts, que le travail de pionnier n'est pas défini par le genre, mais par l'intellect, le dévouement et le courage. La détermination tranquille et la concentration inébranlable de Charpentier ont prouvé qu'une découverte révolutionnaire ne nécessite pas le soutien d'une institution massive et établie de longue date ou d'un réseau de vieux copains. Elle peut provenir d'un esprit méticuleux,
travaillant dans un petit laboratoire d'une ville suédoise isolée, suivant patiemment les données où qu'elles mènent. Son parcours l'a menée d'une chercheuse de passage perpétuellement incertaine de son avenir à une lauréate du prix Nobel et directrice de son propre institut de classe mondiale. Elle a suivi un fil unique et complexe de recherche scientifique de la France aux États-Unis, de l'Autriche à la Suède et finalement à l'Allemagne. Et ce faisant, elle a percé un secret qui était caché dans le monde microbien depuis 1 milliard d'années. Le système CRISPR-Cas9 est plus qu'un simple outil scientifique, c'est un changement fondamental dans la relation de l'humanité avec la biologie. Pour la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre, une espèce a acquis la capacité de contrôler consciemment et directement sa propre évolution. Emmanuelle Charpentier n'a pas seulement découvert une nouvelle molécule ou caractérisé une nouvelle voie protéique. Elle nous a tendu la plume pour écrire le prochain chapitre de notre propre histoire biologique. Elle nous a donné le pouvoir de corriger les fautes d'orthographe les plus cruelles de la nature, de nous défendre contre des maladies anciennes et de façonner l'avenir de notre nourriture, de notre environnement et de nous-mêmes. Les pleines conséquences de ce pouvoir sont encore en train de se déployer, résonnant dans les laboratoires, les hôpitaux et les couloirs gouvernementaux du monde entier. La question que son travail nous laisse n'est plus de savoir ce que nous pouvons faire, mais ce que nous devrions faire. Le code de la vie est maintenant entre nos mains. Et la responsabilité de ce que nous écrirons ensuite nous incombe à tous.